Il fut un temps où sa voix résonnait à travers la France, un temps où chaque radio diffusait la même mélodie inoubliable. Bibi, une jeune femme originaire du Ghana, a brisé les barrières dans les années 1980 avec une chanson qui semblait appartenir à tout le monde. Mais si le monde se souvient du succès, peu connaissent la vérité de ce qui a suivi, le chagrin, le silence et les combats qui ont failli la détruire. Aujourd'hui, l'histoire de Bibi n'est plus seulement celle de la musique, c'est une histoire de survie, une enfance de voyage et de musique. Béatrice Adjorkor Anyankor, plus tard connue simplement sous le nom de Bibi, est née le 9 janvier 1957 à Accra, au Ghana, alors encore appelée la Côte de l'Or. Son père était diplomate, ce qui signifiait que son enfance fut marquée par des déplacements constants. Elle a grandi entre l'Allemagne, l'Angleterre, le Liban et le Sénégal, suivant les affectations de son père et évoluant dans un environnement façonné par la culture, l'intellect et la musique. Plus tard, dans des interviews, elle dira « Mes parents étaient très cultivés. Dans leur foyer, la musique était partout. Les classiques de Beethoven, Mozart et Schubert se mêlaient au jazz de John Coltrane et de Louis Armstrong. Mais par-dessus tout, Bibi est tombée sous le charme des grandes voix. Nina Simone, Ella Fitzgerald, Nat King Cole. Dès l'âge de 14 ans, son talent devint indéniable. Cette année-là, elle participa à un concours de chant télévisé en interprétant un standard de Nat King Cole. Sa voix, chaleureuse, puissante et étonnante pour son âge, capta immédiatement l'attention. Rapidement, elle devint une habituée des programmes télévisés africains, se produisant tout en poursuivant ses études. En 1972, à seulement 15 ans, Bibi savait qu'elle voulait faire de la musique sa voie. Elle quitta le Ghana pour Londres, déterminée à se construire une carrière. Là, elle rejoignit un orchestre et commença à se produire. Mais malgré ses efforts, le succès ne vint pas facilement. À seulement 20 ans, déjà mère d'un fils, elle retourna au Ghana. Elle chantait dans les bars d'hôtels, mais son pays traversait des troubles politiques. Le Ghana des années 1970 connut une succession de coups d'État et les couvre-feux rendaient impossible toute prestation en soirée. Elle se souviendra plus tard, le couvre-feu nous empêchait de nous produire le soir. La musique, cette passion qui la définissait, était alors prisonnière de la politique. En 1981, elle repartit, cette fois pour Lagos, au Nigeria, espérant y trouver plus de stabilité. Mais elle y trouva aussi le chaos, car le Nigeria connaissait ses propres instabilités. Pourtant, Lagos lui apporta une reconnaissance importante. Elle devint la protégée de Fela Kuti, le musicien et activiste nigérian emblématique. En chantant dans les clubs de Lagos, elle attira l'attention et le respect. De là, elle poursuivit sa route vers Abidjan, en Côte d'Ivoire, où de nouvelles opportunités musicales s'ouvrirent à elle. À chaque étape, Bibi accumula de l'expérience, de la confiance et de la résilience. Mais le tournant décisif arriva lorsqu'elle débarqua à Paris au milieu des années 1980. La France n'était pas seulement un nouveau pays pour elle, c'était l'endroit où le destin l'attendait, là où le monde allait bientôt apprendre à connaître son nom. L'ascension fulgurante de Tout doucement. Lorsque Bibi arriva à Paris au milieu des années 1980, elle portait avec elle des années d'expérience, des cicatrices liées à l'instabilité et une foi inébranlable en la musique. C'est là que sa vie personnelle et professionnelle allait changer à jamais. À Abidjan, elle avait rencontré Guy Gluck, un cadre de Warner Music France. Au début, elle résista à ses invitations insistantes, mais finit par tomber profondément amoureuse. En 1984, le couple s'installa ensemble à Paris, capitale de la chanson française, et l'une des scènes musicales les plus vibrantes d'Europe. Grâce à Guy, Bibi fut présentée à Jean-Paul Dréau, un compositeur respecté déjà connu pour avoir écrit Coup de soleil pour Richard Coxiante et pour ses collaborations avec Michel Polnareff. Dréau avait dans ses tiroirs une chanson dont il ne savait que faire, une ballade douce intitulée « Tout doucement », aussi appelée tout simplement.
Lorsque Bibi l'enregistra, tout sembla s'emboîter. 2 prises suffirent en studio pour que sa voix transforme le morceau en quelque chose d'inoubliable. La sortie du single en 1985 fut rien de moins qu'un phénomène. Les stations de radio l'adoptèrent instantanément. « Nous vendions 20 045 tours par jour », se souvient Bibi. En quelques mois, le single s'écoula à plus d'1 million d'exemplaires. Il devint un disque d'or et l'une des chansons les plus mémorables des années 1980 en France. Pour Bibi, une jeune femme ghanéenne perçant sur le marché musical français, c'était un accomplissement extraordinaire. Elle devint la première artiste ghanéenne à vendre plus d'1 million de disques dans le monde et la première à bénéficier d'une telle reconnaissance internationale. Sa voix franchit les frontières. Elle enregistra la chanson en anglais sous le titre « Breaking My Heart » et elle fut reprise en italien par la légendaire Dalida, qui la renomma « Semplissement Così ». Soudain, Bibi n'était plus seulement une étoile montante en France, elle devenait une artiste mondiale. Pendant un temps, il sembla que sa carrière pouvait atteindre les mêmes sommets que ceux qui l'avaient inspirée dans son enfance. Cette reconnaissance attira même l'attention de Chris Blackwell, le patron d'Island Records, l'homme qui avait fait passer Bob Marley des faubourgs de Kingston à la scène mondiale. Il voyait en Bibi le potentiel d'une carrière internationale qui pourrait s'étendre bien au-delà de la France. C'était le genre d'opportunité dont rêvent les artistes, une chance de conquérir le monde, de fouler les plus grandes scènes. Mais derrière les paillettes du succès, les ombres commençaient déjà à se former. Le mariage de Bibi avec Guy Gluck, qui avait débuté dans la passion, se transformait en piège. Il travaillait chez Warner Music France, au cœur de sa vie professionnelle, mais il commença aussi à boire excessivement. Sa jalousie et son insécurité assombrissaient la carrière naissante de Bibi. Elle se rappela plus tard que son alcoolisme avait détruit non seulement sa propre vie, mais aussi pratiquement la mienne. Elle devint de plus en plus réservée à mesure qu'il devenait plus agressif. Au moment même où son étoile brillait le plus, elle menait déjà des batailles privées qui menaçaient d'anéantir tout ce qu'elle avait accompli. Pourtant, à la fin des années 1980, Bibi persista. Elle suivit tout doucement avec de nouvelles chansons, dont « Je veux pas le savoir » en 1989, qui fut diffusée à la radio. Et elle prêta sa voix au générique de la série télévisée « Tendresse et passion », diffusée sur La 5. Elle participa également à des projets collectifs, comme le single caritatif Liban en 1989. Pourtant, aucun de ses efforts n'égalait le succès fulgurant de son premier tube. Aux yeux du public français, Bibi était de plus en plus associée à une one-hit wonder, au même titre que Sabine Paturel ou Desireless. C'était une ironie cruelle. Alors que les portes du monde s'ouvraient devant elle, sa vie personnelle et un paysage musical en pleine mutation la tiraient en arrière. La promesse d'un statut de superstar mondiale lui échappa, et au début des années 1990, l'élan avait déjà commencé à faiblir. Bientôt, une série de tragédies personnelles allait réduire sa voix au silence. L'amour devenu torture et le silence qui suivit. Au début des années 1990, les paillettes du succès de Bibi s'étaient ternies sous le poids de souffrances privées. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour passionné avec Guy Gluck s'était transformé en une spirale destructrice. Gluck, qui semblait autrefois être un partenaire bienveillant, fut consumé par l'alcool. Sa dépendance le rendait imprévisible, jaloux et contrôlant. Pour Bibi, le mariage qui aurait dû être un refuge devint une prison. Elle décrivit plus tard ces années avec une sincérité brute. Son alcoolisme a détruit sa carrière et pratiquement la mienne aussi. Je suis devenu de plus en plus réservé à mesure que Guy devenait plus agressif. J'avais trop peur pour me confier à qui que ce soit, mais je subissais une véritable torture mentale. Elle vivait dans une peur constante, non seulement de perdre sa carrière, mais aussi de se perdre elle-même. La pression d'être à la fois une figure publique et une victime privée pesait lourdement sur ses épaules.
En 1990, Bibi prit une décision qui allait tout changer. Elle le quitta. « Je devais me préserver et protéger mon fils », expliqua-t-elle des années plus tard. Mais ce départ ne lui apporta pas un soulagement immédiat. Au contraire, comme elle la voit, après cela, tout a dégénéré. Elle utilisa le succès de Tout doucement pour acheter un manoir dans l'Aisne, espérant bâtir une vie paisible, loin du tumulte de son mariage. Mais la paix ne vint jamais. Dans un rebondissement choquant, le manoir fut ravagé par un incendie, non pas une, mais 3 fois. À chaque fois, elle perdit davantage de biens, davantage de souvenirs précieux, davantage de cette stabilité qu'elle avait tenté de créer. Ces incendies répétés devinrent le symbole de sa vie en déliquescence. Était-ce de la malveillance? Était-ce le destin? La réponse ne fut jamais claire. Ce qui était certain, c'est que Bibi était anéantie. Ses pertes n'étaient pas seulement matérielles, elles atteignaient son identité. Des souvenirs de sa carrière, des objets personnels auxquels elle tenait, tout partit en cendres. Après le 3e incendie, quelque chose en elle se brisa. « J'étais incapable de chanter pendant 10 ans, avoua-t-elle dans une interview au Figaro en 2022. Le traumatisme l'avait littéralement réduite au silence. La voix qui l'avait portée au sommet des classements, la voix qui avait fait d'elle la fierté du Ghana et une sensation en France, ne pouvait plus s'exprimer. Pourtant, même dans le silence, Bibi chercha un moyen de guérir. Elle se tourna vers l'aide aux autres. Elle commença à donner des cours de chant et de thérapie vocale, se répétant « Je me suis soignée en soignant les autres ». Cette décision démontrait sa résilience, mais soulignait aussi la tragédie. Une artiste au talent si extraordinaire, privée d'une décennie de musique à cause de la douleur et de la peur. Au fil des années 1990, Bibi disparut peu à peu de la scène publique. En 1992, elle quitta la France et retourna au Ghana. Pour les fans qui l'avaient entendue sur toutes les radios, c'était comme si elle s'était volatilisée. En réalité, elle se battait pour sa vie, cherchant un sens dans les ruines de son passé et retrouvant peu à peu la force d'avancer. Un retour fragile et un nouveau rôle dans la musique. Lorsque le nouveau millénaire arriva, Bibi était prête à revenir dans la lumière. Après près d'une décennie de silence, elle trouva le courage de réutiliser sa voix. En 2003, elle sortit un album intitulé « Sereine ». Le titre, signifiant « sereine » en français, reflétait son espoir de trouver la paix après des années de chaos. C'était sa manière de dire au monde qu'elle était toujours là, toujours capable de créer, toujours habitée par la passion qui avait fait d'elle une star. Mais ce retour ne fut pas facile. L'industrie musicale avait profondément changé depuis son ascension dans les années 1980. De nouveaux styles dominaient les ondes, et le nom de Bibi n'avait plus le même poids qu'autrefois. Sereine ne la ramena pas au sommet des classements. Ce fut plutôt un retour discret, apprécié par ses fidèles admirateurs, mais largement ignoré par la nouvelle génération d'auditeurs. Pourtant, Bibi ne se laissa pas abattre. En 2010, elle rejoignit la tournée RFM Party 80, Love and Party en France. Ces tournées rassemblaient de nombreux chanteurs qui avaient marqué la scène pop française des années 90. Des artistes comme Jean-Pierre Madère, François Feldman et Émile et Images. Pour Bibi, c'était l'occasion de renouer avec un public qui ne l'avait jamais oublié, même si l'industrie grand public était passée à autre chose. Remonter sur scène, chanter les titres qui avaient fait d'elle un nom connu, fut à la fois une victoire et un rappel de ce qui aurait pu être. Parallèlement, Bibi construisait un nouveau chapitre de sa vie au Ghana. Elle était retournée dans son pays natal dans les années 1990 et, au fil des années suivantes, elle se consacra à l'épanouissement de jeunes talents. Elle ouvrit le New Morning Arts Café, un espace culturel où elle pouvait coacher de jeunes musiciens et leur fournir les outils et la confiance nécessaires pour réussir. Elle devint également membre du jury de Project Fame West Africa,
une compétition télévisée populaire tournée au Nigeria et calquée sur des émissions comme Star Academy. À travers ses efforts, Bibi transforma sa douleur en mentorat. Elle connaissait mieux que quiconque le poids de la déception, la cruauté de l'industrie et la fragilité de la célébrité. En guidant de jeunes artistes, elle espérait les aider à éviter les pièges qui l'avaient presque détruite. C'était, selon ses mots, une manière de se soigner elle-même, tout en donnant à d'autres une chance de briller. Cependant, le regret persistait. Dans ses interviews, elle parlait souvent avec franchise du sentiment que sa carrière n'avait pas atteint son plein potentiel. « J'ai le sentiment que ma carrière n'a pas été ce qu'elle aurait pu être », confia-t-elle au Figaro. Mais elle ajoutait aussi qu'il y avait une consolation, à savoir qu'elle avait inspiré d'autres. Des musiciens africains légendaires comme Salif Keïta et Angélique Kidjo lui avaient personnellement dit qu'elle leur avait ouvert des portes, preuve que son influence allait bien au-delà de sa propre discographie. Bibi rêvait un jour de présenter un spectacle qui lui appartiendrait entièrement, une performance destinée à rappeler au monde son art. Que ce rêve se réalise ou non restait incertain. Mais une chose était claire, elle avait choisi de ne pas laisser la tragédie définir sa vie. Elle en avait fait un héritage de résilience et de transmission. Faux pas, rumeurs et le poids du temps. Au début des années 2010, la vie et la carrière de Bibi devinrent un mélange de nostalgie, de résilience et de rumeurs indésirables. Elle continuait à apparaître occasionnellement sur les circuits de tournée en France, se produisant aux côtés d'autres icônes des années 90 lors des spectacles Stars 80. Pour les spectateurs venus revivre leur jeunesse, entendre sa voix était un rappel des étés d'autrefois, des radios qui diffusaient, tout doucement, en boucle, de l'innocence d'une autre époque. Pourtant, derrière ces moments de joie, Bibi portait le poids du regret. Dans des interviews, elle avoua qu'elle se demandait souvent ce qui se serait passé si sa carrière n'avait pas été interrompue par les tourments et les tragédies. Les incendies qui avaient détruit sa maison, le silence qui avait suivi et les luttes personnelles avec son ex-mari lui avaient volé des années précieuses. « J'ai le sentiment que ma carrière n'a pas été ce qu'elle aurait pu être », confessa-t-elle. En même temps, elle exprimait sa fierté de savoir qu'elle avait ouvert des portes pour d'autres, inspirant une nouvelle génération de chanteurs africains. Pour Bibi, son héritage tenait autant au fait d'avoir tracé la voie pour des artistes comme Salif Keïta et Angélique Kidjo qu'à son propre succès. Mais en 2019, un coup inattendu arriva, non pas d'une tragédie personnelle, mais d'une désinformation. À la télévision française, lors d'un épisode de Touche pas à mon poste, TPMP, une déclaration choquante fut faite. L'un des animateurs annonça presque nonchalamment que Bibi était décédée. L'affirmation sema la confusion sur le plateau. Son collègue Mathieu Delormeau, qui croyait être un ami de Bibi, parut bouleversé. Tandis que les débats se poursuivaient, l'incertitude envahit le studio jusqu'à ce que finalement la vérification soit faite. Bibi était vivante. Il s'agissait d'une fausse annonce de décès, une rumeur cruelle jouée en direct à la télévision nationale. Pour Bibi, qui avait déjà tant enduré dans sa vie, ce fut un moment surréaliste. Entendre parler de sa propre mort alors qu'elle était encore en vie était à la fois absurde et douloureux. Elle était en réalité bien vivante et continuait à se produire, se préparant à célébrer son 65e anniversaire en janvier 2022. Mais cet incident rappelait combien elle s'était éloignée des médias grand public en France, au point que même des personnalités connues pouvaient croire qu'elle était décédée sans que personne n'en soit sûr. En juillet 2022, elle accorda une interview rare et sincère au Figaro. Elle avait alors 65 ans et réfléchissait aux choix, aux épreuves et aux chemins parcourus. Elle parla ouvertement de son ex-mari Guy Gluck, le qualifiant d'alcoolique, et reconnaissant le profond tourment mental qu'elle avait subi durant leur relation. Elle revint aussi sur les incendies dévastateurs, admettant qu'ils avaient réduit sa voix au silence pendant une décennie.
À la suite de ce drame, j'ai été incapable de chanter pendant 10 ans. Je me suis soignée en soignant les autres, dit-elle. En janvier 2024, Bibi fêta ses 67 ans. Elle partageait son temps entre la France et le Ghana, poursuivant son travail au New Morning Arts Café et rejoignant parfois les tournées nostalgiques en France. Bien que la lumière éclatante du statut de superstar ne soit jamais revenue, elle demeurait une figure durable, son histoire étant celle du talent, de la tragédie, de la survie et de la force. Sa voix ne passait peut-être plus chaque jour à la radio, mais pour ceux qui s'en souvenaient, elle résonnait encore, tout doucement. Une chanson qui avait traversé les décennies, tout comme la femme qui l'avait chantée. Le parcours de Bibi n'est pas seulement celui d'une chanteuse qui a un jour dominé les classements. C'est l'histoire d'une femme qui a affronté la trahison, la tragédie et le silence, mais qui a trouvé le courage de continuer. De son enfance au Ghana aux lumières de Paris, des cendres de son manoir aux scènes des tournées nostalgiques, elle a porté sa musique comme une flamme fragile, refusant de s'éteindre. Son héritage ne se mesurera peut-être jamais uniquement en position dans les classements ou en vente de disques, mais dans l'inspiration qu'elle a donnée à ceux qui l'ont suivie et dans la force qu'elle a démontrée en survivant quand la vie semblait déterminée à la briser. Et vous souvenez-vous encore de la première fois où vous avez entendu la voix de Bibi sur Tout doucement? Partagez votre souvenir dans les commentaires, et si vous voulez découvrir d'autres histoires méconnues derrière les artistes que vous aimez, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce qui arrive.